Bien, alors pour cette dernière session, tout d'abord merci d'être présent. Concernant donc la télésanté et tout ce que peut nous apporter cette thématique. Alors tout d'abord me présenter, je suis Pascal Chauvet, je suis membre de la Fédération Nouvelle-Aquitaine et je suis aussi au Bureau national des maisons de santé. Et c'est un sujet qui nous intéresse fortement, à la fois du fait que c'est inscrit dans la loi, que ça a pris une ampleur depuis le Covid, on l'a tous vécu, et qu'aujourd'hui, à l'usage de la télésanté, on peut réaliser des actes qui permettent une amélioration de la prise en charge des patients. Alors, je vous ai soumis un questionnaire. Non? Oui? Certains ont répondu. On va aller dessus. Un questionnaire préalable pour avoir un peu idée de vos attentes. Il était demandé si vous aviez déjà eu connaissance de ce qu'était la télésanté. On s'aperçoit que oui, il y a beaucoup de non. Et que pour ceux qui ont eu vent de ce sujet, si vous avez mis en place certaines activités concernant la télésanté. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver dans les réponses. Alors, les gens qui ont répondu, sont-ils là? Et si oui, vous allez me dire ce que vous avez mis en place. Et après, on déroulera. Alors moi, je l'ai mis en place dans le cadre de mon activité en tant qu'ergothérapeute. J'ai proposé donc, pendant la période de Covid, effectivement, des séances en télésoins pour une population particulière, pas pour tous mes patients, mais pour certains de mes patients. Et j'ai continué aujourd'hui parce que j'ai des patients qui viennent de loin. Et du coup, ça leur permet effectivement de gagner du temps, de ne pas faire la route pour venir à 3 quarts d'heure ou 1 heure de séance. Donc, ils gagnent beaucoup de temps. Pour moi, du coup, ça peut être aussi un peu plus confortable quelque part. Je ne le propose pas tout le temps, c'est-à-dire que j'alterne des séances de télésoins et des séances en cabinet. Mais voilà, ça a permis de proposer une autre façon de consulter avec mes patients. Autre mode de prise en charge. Oui, autre mode de prise en charge. Ok. Alors, télésoins, ça ne parle pas à tout le monde. Et on va évoquer ce sujet, bien entendu, dans la présentation. Autre expérimentation ou projet mis en place? Bonjour, moi je suis médecin généraliste et j'utilise surtout la téléexpertise, donc les demandes d'avis auprès de confrères spécialistes. Et voilà, jusqu'ici c'était tout. Après, on a évoqué de pouvoir le faire d'infirmier à médecin, mais on ne l'a pas mis en œuvre. A priori, c'est possible, à l'échelle de notre équipe, mais c'est pas développé. Ok. Donc là, une nouvelle terminologie, téléexpertise. Donc là aussi, bien entendu, on va y revenir. Et de qui vers qui? Quel est le cadre juridique et quel est le cadre financier, rémunération? On va évoquer ça. Ok. Même dispositif. Comme ma collègue, bonjour, moi je suis médecin généraliste également, associée de ma collègue à ma gauche. C'est pareil, beaucoup de téléexpertise via une plateforme qui s'appelle Omnidoc, que certains doivent connaître. Peut-être aussi, alors je ne sais pas si c'est dans la télésanté, mais aussi des échanges dans tout ce qui est domaine médico-social aussi, via d'autres plateformes comme par exemple Paco Globule. Voilà, mais bon, là, on l'utilise aussi pour de la téléexpertise, pour des échanges avec nos collègues infirmiers, mais aussi en médico-social. Ok. Donc là, on évoque le sujet des plateformes qui nous aident à pouvoir réaliser ces différents actes de télémédecine qu'on va voir. Et donc, on s'adosse forcément à une plateforme. On a tous entendu parler de celle durant le Covid qui était Doctolib. Donc, c'est ce qu'on appelle des plateformes qui nous servent donc à pouvoir réaliser ces actes de télésanté. Ok. Donc, on va parler de Paco Globule, qui est une plateforme développée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et donc vers laquelle d'ailleurs on va se tourner nous. Je vous évoquerai ça après. Il y avait un autre projet ici. Nous, on a... Alors moi, j'ai répondu aussi pour la MSP, puisqu'on a une orthoptiste qui est en téléconsultation avec un ophtalmo, enfin 3 ophtalmos. Oui.
Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, nous, on travaille avec le CHU en téléconsultation, téléexpertise, et puis régulièrement avec le SAMU aussi, quand on a besoin, ponctuellement. Ok. Quel MSP? Valence-en-Poitou, sud de Poitiers. Neuville? Non, sud Poitiers. Non, entre Poitiers et Ruffec. Mais dans la Vienne. Couéverac, exactement. Ex-Couéverac. Ça marche, c'est vers chez moi, ça. Ok, donc là, téléconsultation. Donc, déjà, on a entendu parler de télésoins, de téléexpertise, de téléconsultation, de lien avec le SAMU, de plateforme de téléconsultation. Donc déjà, il y a un peu de matière. Ça, c'est pour ceux qui ont mis des choses en place. Donc, ils sont déjà un peu acculturés à cette thématique de la télésanté. Pour les autres, eh bien, il va falloir quand même apporter quelques explications. Alors, je vais vous mettre un PowerPoint. Donc là, on a fait par rapport à ce qui était évoqué. Tout d'abord, vous présenter le cadre juridique, on va dire. Tout d'abord, dire qu'aujourd'hui, la télésanté est inscrite dans la loi. OK ? Et en déclinaison, des nomenclatures de professions de santé autorisent la télémédecine, la télésanté. On verra le distinguo entre les deux. Et offre un cadre financier, donc avec des actes nomenclaturés. OK ? Donc on est dans le droit commun pour certains métiers, notamment les infirmières, les médecins, les orthoptistes, orthophonistes, non, mais orthoptistes, et on verra comment ils facturent ça. L'intérêt de ce dispositif, il est apparu durant la crise Covid, à savoir que la télémédecine est inscrite dans la loi HPST. Alors HPST, c'est Hôpital Patient Santé Territoire, loi de 2009. Nous sommes en 2024. Et jusqu'en 2020, c'était dans la loi, mais très peu utilisé. Très, très peu. Est apparu le Covid, et en l'espace de 15 jours, on est passé de pratiquement 0 à 1 500 000 téléconsultations. Donc, c'était quoi en pratique? Les patients ne pouvant plus se déplacer, les praticiens, les professionnels de santé ayant fermé leur cabinet, parce que, bon, voilà. Du coup, c'était un entretien téléphonique pour répondre aux besoins des patients. Il y a des médecins dans la salle qui ont vécu ça. OK ? Donc ça, c'était les consultations, on les faisait, entre guillemets, de briques et de broc. OK ? Bien. Mais ça a permis de prendre conscience qu'on pouvait peut-être prendre en charge des patients de manière différente. OK. Donc on a eu cet événement Covid, avec un nombre de téléconsultations qui a explosé, et qui, une fois le Covid terminé, a perduré. Certes, à un volume moindre, mais on est quand même toujours à des 500 000 consultations mois, téléconsultations. Donc, c'est resté. Ça s'est inscrit quand même progressivement dans de nouvelles pratiques. OK. Donc ça, j'en conclus qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui se généralise et qui, du fait de la désertification médicale, est un moyen palliatif. Palliatif pour qui? Pour les patients. OK ? Il y a des patients acculturés au digital, patients jeunes, qui aujourd'hui n'hésitent pas à aller dans une cabine de téléconsultation pour une pathologie mineure, on va dire. OK ? Et ça, on le voit en pratique. Des officines, des pharmacies ont mis en place des cabines de téléconsultation. Deux choses l'une, soit le patient il est totalement autonome et avec les outils proposés dans la cabine, il va être en face d'un médecin à distance qui va pouvoir poser un diagnostic dans la limite des outils utilisés. On est bien d'accord. C'est pour ça que je parle de pathologie bénigne ou mineure. Mais ça, bien entendu, ça ne va pas remplacer le parcours de soins
indispensable pour des pathologies plus sévères. Okay. Donc ça, ces patients-là acculturés au digital, c'est pas trop un souci. Par contre, à l'autre bout de l'échelle, vous avez les patients, 85 ans, qui ne connaissent rien au digital et qui ne vont pas aller sur Doctolib, prendre un rendez-vous, etc. Mais aujourd'hui, la loi autorise certains métiers, certaines professions, à accompagner ces patients dans l'usage pour faire une téléconsultation, par exemple. C'est ce qu'on appelle la téléconsultation assistée, et ces professions, c'est majoritairement les infirmières qui peuvent, au domicile du patient, faire une téléconsultation et assister le patient à faire sa téléconsultation. Okay. Alors, tout de suite, lister quels sont les actes de télémédecine. La télémédecine comporte 5 items. Le premier, la téléconsultation. Le second, alors la téléconsultation, c'est un patient seul ou assisté qui, par l'entremise d'un ordinateur ou d'une tablette, via une plateforme de téléconsultation, va se connecter à un médecin à distance, soit son médecin traitant, soit un médecin qu'il ne connaît pas. Il ne sait même pas où demeure ce médecin, mais ce qu'il demande, c'est d'avoir un avis médical. Okay. Le deuxième acte, c'est la téléexpertise, où là, on a un professionnel de santé, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui va se tourner vers un confrère spécialiste pour avoir un avis sur une prise en charge. C'est ce qui se passe chez vous, j'imagine. Okay. Vous disiez tout à l'heure, on pense pouvoir l'étendre aux infirmières. Eh bien, les actes de téléexpertise, on le verra après. Aujourd'hui, vous avez une douzaine de professions qui peuvent pratiquer la téléexpertise. Je suis infirmier. Quand j'ai un problème de plaie chronique, je demande à mon médecin. Okay. Si j'ai une réponse satisfaisante du médecin, on s'arrête là, médecin traitant. Mais le médecin traitant peut me dire, là je suis dans... je ne sais pas quelle réponse apporter, il faut demander l'avis d'un spécialiste. Et bien à ce moment-là, je peux me tourner vers, par exemple, un centre de plaie et cicatrisation, vers un hôpital, voilà, pour avoir un avis d'un spécialiste là-dessus. Alors on verra tout à l'heure que se mettent en place des choses, notamment en Nouvelle-Aquitaine, qui nous permettent d'avoir des réponses appropriées. C'est un acte de téléexpertise. Demander l'avis d'un confrère spécialiste sur une problématique. Les deux actes suivants sont beaucoup moins utilisés. La télésurveillance, c'est par l'entremise d'outils implantés connectés. Qui vont envoyer de l'information à qui de droit? Alors, PACE. Qui a dit PACE? Oui. Alors, oui, balance connectée. Mais l'intérêt, c'est surtout sur le PACE. Les PACE implantés connectés, donc ça se présente, donc le PACE est implanté. Le boîtier Bluetooth sur la table de chevet du patient. Vous avez vu ça déjà? Okay. Et ce boîtier Bluetooth qui est connecté au PACE, lui communique par l'entremise d'une box Internet les données au cardiologue à distance. Je me souviens de la réflexion d'une cardiologue de Brive qui me dit « ça a changé ma pratique puisque auparavant je voyais les patients une fois l'année, une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, tous les matins, je clique et j'ai toutes les informations que je veux en cliquant sur l'ordinateur. » Quelque part, elle pourrait pratiquement avoir un suivi journalier de l'état de santé de ses patients par l'entremise de ces outils connectés. D'accord ? Ça rentre dans le cadre de la télésurveillance. La téléassistance, là, c'est plus du ressort du monde hospitalier, où c'est un acte technique réalisé par un médecin qui a besoin des conseils d'un
confrère qui va l'assister à distance. Okay, c'est dans la loi. Et le fait que ce soit dans la loi, ça veut dire qu'il y a une couverture juridique derrière. Donc c'est borné. Okay, mais ça nous intéresse moins là pour aujourd'hui. Et puis le dernier acte de télémédecine, qui en réalité est le plus ancien, c'est la régulation médicale, l'appel au centre 15. L'appel au centre 15, c'est un coup de téléphone à un médecin régulateur où on demande un avis. C'est un acte de téléconsultation, enfin de télémédecine. Oui. Quand un radiologue exerce depuis chez lui, c'est considéré comme de la télémédecine ou pas du tout? Oui, il est chez lui, les scanners sont faits partout en France, il les reçoit sur son écran. C'est considéré comme un acte de téléexpertise. Illustration, on va beaucoup faire d'illustrations. Vous avez une photo d'un grain de beauté qui vous pose problème. Quand je dis vous, c'est médecin, infirmier, voilà. Vous constatez ce grain de beauté qui vous intrigue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'après vous. Photo. Qu'est-ce qu'on fait de la photo? Pardon? On la voit sur Paco, ok. Alors, cette photo, on peut prendre une photo. Cette photo, on en fait quoi? On va l'envoyer à un spécialiste. Dermato, ok. Encore faut-il avoir un dermato. Identifier un dermato. Ouais. Donc ça, quand on envisage de faire de la téléexpertise, préalablement, il faut construire le parcours. Donc, identifier le spécialiste avec lequel on veut travailler. Alors, c'est valable pour un dermato, ça peut être valable pour un ophtalmo, etc. Et ensuite, lui, il est dans le protocole, si vous voulez, et on lui envoie la photo. Donc, pour répondre à ta question, à distance, de façon extemporanée, il va pouvoir analyser les clichés qu'on lui envoie. Illustration nouveau. Concernant l'ophtalmo, un ophtalmo peut interpréter en volume des clichés de rétinographie, fond d'œil, il peut aller jusqu'à 50 à l'heure. Effectivement, un fond d'œil, c'est pas compliqué à interpréter. Il suffit d'avoir l'image, et une bonne image. À partir du moment où l'image est bonne, l'interprétation, le diagnostic, il est fait très rapidement. On le voit tous quand on va chez l'ophtalmo, quand il nous fait le fond d'œil, c'est juste un regard sur son écran d'ordinateur et ça dure 2 secondes. Okay. Cet ophtalmo est en capacité, l'après-midi, de passer 1 heure et interpréter énormément de clichés. On reviendra sur cet exemple de la rétinographie tout à l'heure. Donc, pour finir sur la régulation médicale, c'est le premier acte de téléconsultation qui a été mis en place. Okay. Là-dedans, dans ces 5 actes, on ne voit pas apparaître le terme télésoin. Télésoin, c'est rajouté à cette batterie d'items issus de la loi HPST au moment du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid? Pour des infirmières, par exemple, eh bien, elles avaient un acte dérogatoire lié au Covid qui les autorisait à questionner à distance par téléphone des patients à leur domicile pour leur demander une remontée d'informations. Patients Covidés, pour lequel on avait mis à disposition un saturomètre, eh bien, les infirmières demandaient quelle est votre température, quel est votre taux d'oxygène. Voilà. Et donc, on avait une remontée d'informations régulière par téléphone. Cet acte-là, qui était dérogatoire durant le Covid, a été introduit dans la nomenclature des infirmières et aujourd'hui, elles sont en capacité de faire du télésoin. Et, je parle des infirmières, mais pour d'autres métiers aussi. D'accord ? Comme pour... Alors voilà. Donc la limite, effectivement, c'est la rémunération. Pour ce qui concerne les infirmières, c'est nomenclaturé, donc indemnisé. D'accord ? Alors ça, c'est les différents articles de loi. Vous dire que à partir du moment
où ça a été introduit dans la loi en 2009. Vous avez... qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Oui. Entre 2010 et 2020, le Covid, il y a eu énormément d'expérimentations liées à la téléconsultation pour se rendre compte de la plus-value ou pas de ce nouveau mode de prise en charge. Okay, on ne va pas revenir là-dessus, il y en a eu énormément. Pour aboutir donc à 2024 aujourd'hui, et voilà en quoi consiste la télémédecine. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. La téléconsultation avec un patient seul ou accompagné qui va avoir l'avis d'un médecin à distance. La téléexpertise où là c'est un professionnel de santé qui va demander l'avis d'un expert concernant une problématique. La télésurveillance, c'est le patient qui fait un recueil d'informations soit de façon automatique, soit lui-même. Parce que vous avez aussi ça, le patient qui est en capacité de donner des informations à distance à son spécialiste. La téléassistance, c'est entre médecins pour un acte technique et la régulation médicale. Alors, la téléconsultation, c'est donc réalisé par un professionnel médical à distance, réalisé par un professionnel médical à distance d'un patient, ce dernier pouvant être assisté ou non par un autre professionnel de santé. Il existe donc à la nomenclature des médecins un acte qui est le même en valeur qu'un acte de consultation. Okay. Si le patient est accompagné d'un professionnel de santé, notamment une infirmière, à sa nomenclature, il y a un acte nomenclaturé. Voilà. Il y a des infirmières dans la salle? Vous avez utilisé? Ok. On verra sur les modalités techniques comment on peut mettre en place dans le cas d'une maison de santé. Okay. Et donc, on peut assister Madame Michu, 90 ans, à une téléconsultation un peu plus déplacée. Et du coup, on peut l'assister à une téléconsultation. On va passer sur tout ça parce qu'on prendrait trop de temps pour aller directement à la téléexpertise. Donc la téléexpertise, je vais développer un peu plus. La téléexpertise, vous l'avez compris, je l'ai dit, c'est demander l'avis d'un spécialiste à distance. Et du coup, par ce biais, on peut aller dans le cadre de la prévention. Prévention, pratiquement aujourd'hui pour tout type de pathologie, enfin tout, presque tout. Le premier, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple pour les patients diabétiques. Quel examen on doit faire tous les ans à un patient diabétique? Fond d'œil. Donc tous vos patients diabétiques ont eu un fond d'œil dans l'année. On est d'accord? Ok. Aujourd'hui, comment faire un fond d'œil? Se déplacer chez l'ophtalmo avec des délais de rendez-vous à... Voilà. Ok. Du coup, y a-t-il des solutions palliatives? Oui. La téléexpertise est le moyen. À l'usage de quel outil? Et qui peut le faire? Un rétinographe. Oui, mais un rétinographe. Moi, je me souviens, il y a 20-25 ans, quand on faisait les campagnes de dépistage à l'usage du rétinographe, on faisait appel au réseau de santé diabéto de La Rochelle, je suis en Charente-Maritime, et on sortait le rétinographe à 2 de la voiture. On le posait sur un bureau, il fallait le paramétrer. Enfin, bon. Aujourd'hui, c'est quoi un rétinographe? C'est un pistolet. Ça a la forme d'un pistolet. Le patient, non, pas besoin de dilater. Vous faites le cliché, ça dure 1 seconde. Vous avez le cliché. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, l'outil va vous dire si c'est correct ou pas. Si c'est pas correct, on recommence. Vous avez un cliché. Qu'est-ce qu'on fait du cliché? On le transmet à un ophtalmo. Un ophtalmo qui, lui, est dans la boucle. Il est informé que vous allez lui envoyer des clichés. Par messagerie sécurisée, bien entendu. Okay. Et on a une interprétation à distance, extemporanée, parce qu'il n'y a pas de critère d'urgence en l'occurrence. Donc il peut interpréter le lendemain, sur le lendemain. Et comme ça, on peut dépister tous les patients diabétiques. Comment? En pratique.
dans nos maisons de santé. On est en train de réfléchir en Nouvelle-Aquitaine avec la fédération régionale à un dispositif qui permettrait de faire circuler un rétinographe dans les maisons de santé. Mettons, l'idée c'est une semaine. On met à disposition d'une maison de santé pendant une semaine. À elle, en amont, d'organiser la convocation des patients, donc du requêtage dans vos systèmes. Requêtage, il n'est pas compliqué, hein. C'est diabète type 1 ou 2. Hein. J'imagine que vous avez tous quand même codé vos patients diabétiques, enfin les médecins surtout. On peut penser. Mais même si ce n'est pas le cas, on a affaire à une population diabétique. Les gens, ils savent qu'ils sont diabétiques. Ou potentiellement, voilà. Eh ben, il suffit de faire une campagne grand public, affichage, flyers dans les cabinets, parution presse. La maison de santé lambda organise une campagne de dépistage de la rétinopathie. On va peut-être pas dire rétinopathie, mais problème de fond d'œil ou voilà, lié au diabète. Venez voilà, à cette campagne de dépistage la semaine 39. Et donc, c'est un moyen d'attirer les gens à ce dépistage. Oui. Quand vous parlez de ce dispositif, l'ophtalmo, c'est toujours le même ou ça va être des ophtalmos qui seront localement, enfin, avec qui on travaille d'habitude? Alors, très bonne question. Quand on va réfléchir à un protocole, je dis toujours, par exemple à l'échelle d'une CPTS ou d'une maison de santé, questionner l'ophtalmo du territoire, en priorité. Mais quand je dis ophtalmo, c'est valable pour les autres spécialistes. En priorité, questionnez vos spécialistes du territoire. Sinon, ils vont se sentir squeezés, ce qui est normal. Okay ? Ils sont favorables, à ce moment-là, ils sont dans la boucle. Ils ne le sont pas, on va se tourner vers un autre. Okay ? Donc, la loi ne nous oblige pas, mais il serait malvenu quand même d'ignorer l'ophtalmo d'un patient qui l'a déjà vu il y a 2-3 ans. Il faut interroger les professionnels, les spécialistes du territoire. Donc, cet acte de télexpertise qu'on a évoqué sur la rétinopathie, est-ce qu'on pourrait l'envisager pour d'autres pathologies? Les plaies. Plaies et cicatrisation. Donc là, c'est plus du domaine des médecins et des infirmières notamment, qui sont confrontés à un problème lié à cette plaie chronique, ulcéreuse, qu'on n'arrive pas à gérer, qui est douloureuse, etc. Plus de solution. Du coup, on va se tourner vers, pareil, un avis médical ou un avis d'un spécialiste ou d'une entité, d'une structure spécialisée. Très rapidement, on pense au centre de plaie et cicatrisation qu'on va pouvoir trouver sur notre territoire. Alors, ce n'est pas forcément à l'échelle du département, ça peut être à l'échelle d'un CHU ou d'une clinique qui a développé. Et donc, quand on va monter ce projet, on va se tourner vers ces spécialistes, ces structures. Sur ce sujet, comme sur d'autres pathologies, se développent des plateformes qui se spécialisent dans la télexpertise. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a été sollicité par, je ne sais plus le nom de... Pardon, Plétil. Voilà. Donc, voilà. Donc, cette association... Ouais. Voilà. Donc, ça émerge de Bayonne. L'intérêt, c'est qu'ils vont au-delà du simple avis médical extemporané. Ils vont proposer de la téléconsultation en temps réel. C'est-à-dire que vous fixez un rendez-vous, vous vous mettez en téléconsultation au chevet du patient, et en temps réel, le médecin comme l'équipe de Plétil va voir la plaie, va vous dire il faut faire ci, ça, ça, et est en capacité de prescrire. Donc, ça pour dire que ce type d'organisation se développe dans leur spécialité. Donc Plétil, c'est concernant les plaies et cicatrisations, mais dans d'autres champs, vous avez aussi des associations qui se montent et qui apportent leurs services. Autre pathologie, la dermato, on a évoqué. Ok. Dermato, c'est quoi? C'est un bouton suspect, à nouveau une photo,
mais pas une photo classique avec le portable, c'est par l'entremise d'un dermatoscope. Dermatoscope, c'est comme un gros stylo avec une loupe, un éclairage, et qui va prendre un bon cliché, zoomé en plus. Et cette photo, on va l'envoyer à un dermato. Okay. Donc ça, on a l'avis façon extemporanée, comme pour la rétinographie. Autre pathologie. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Exact. Donc là, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, un électrocardiogramme, dans le cadre d'une MSP, pourrait très bien être réalisé par une infirmière au domicile et le tracé envoyé au médecin traitant. Les médecins traitants, vous faites des électros à tous vos patients tous les ans. Bien. Aujourd'hui, faire un électrocardiogramme, on n'a pas besoin forcément de 12 dérivations. Eh bien, vous avez des outils qui coûtent 120 €. Et il suffit de poser les 2 doigts de chaque main sur une barrette. Et sur votre portable s'inscrit le tracé. Vous l'envoyez en messagerie sécurisée, c'est fait. Ça dure 20 secondes. Ça existe 6 dérivations. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, on est à l'orée de tous ces outils numériques. On est au tout début. Autre exemple, pour le cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, une start-up vient de développer un outil qui s'appelle le PopMètre. Le PopMètre, alors je ne vais pas vous donner le détail technique parce que je ne le maîtrise pas du tout, mais il repose sur le pouls. Il y a 2 électrodes, enfin 2 pinces à linge, une sur un doigt et l'autre sur le gros orteil. Et ça mesure la circulation. Voilà. Voilà. Alors, il y avait un système qui était basé sur le pouls sinusal, je dis des bêtises, et le PopMètre, c'est une autre forme de mesure qui est révolutionnaire. Et donc, c'est indolore, vous l'avez bien compris, très facile d'utilisation, et qui vous donne un âge, l'âge de vos artères. L'âge artériel, voilà, il l'appelle comme ça. Eh bien ça, quand vous avez votre patient à qui vous mesurez l'âge artériel, votre patient de 60 ans, et vous lui dites, vous avez un âge artériel de 75, il serait temps de faire quelque chose. Eh bien derrière, c'est un moyen d'inciter le patient à aller sur des mesures préventives et éducatives, où là, la maison de santé, par l'entremise d'autres professionnels, va se mettre en route pour dispenser ce programme de prévention. Et ce que je veux dire par là, c'est que parmi tout ce qu'on a dit, derrière, il ne suffit pas de se contenter du dépistage, même si c'est très important, on peut enclencher sur de la prévention. Et là, clairement, en pluripro, avec les partenaires que vous avez dans la maison de santé. Aujourd'hui, ces outils, forcément, ils ont un coût. Pour le rétinographe, si on veut un bon rétinographe, une MSP pourrait le supporter, mais c'est quand même entre 10 et 15 000, c'est pas rien. C'est pour ça que l'idée que l'on mène, c'est de capitaliser tout ça. Capitaliser en faisant l'acquisition du dispositif et de le mettre à disposition des maisons de santé qui souhaiteraient être partenaires de cette opération. Donc, c'est en cours. Vous serez informés via les newsletters de la fédération, parce qu'il nous reste des éléments dans le parcours à formaliser. Ce qui nous amène à parler de plateformes de téléconsultation. C'est-à-dire que quand on va véhiculer la donnée, on peut le faire en direct, je l'ai dit, par l'entremise des messageries sécurisées. Mais quand on veut faire de la téléconsultation, il faut qu'on passe par le biais d'une plateforme de téléconsultation. Donc, a été évoqué Omnidoc, Doctolib, Paco Globule. Donc, vous voyez, il y en a, et il y en a pléthore. Okay. Pour ce qui nous concerne, concernant la rétinographie,
on pense se tourner vers le groupement coopératif ESEA, pardon. Voilà, c'est un GIP, groupement d'intérêt professionnel, ESEA, qui est financé par notre ARS et qui développe cette plateforme, notamment cette plateforme de téléconsultation. Donc, on a eu contact avec eux, c'est fait. On doit se rencontrer là bientôt pour essayer de formaliser ce partenariat qu'on pourrait avoir avec une mise à disposition de leur plateforme pour véhiculer l'information. Bien, ça c'est la première étape, l'outil qui nous sert à véhiculer l'information. Mais derrière, il nous faut quelqu'un qui interprète le cliché. Donc, en l'occurrence là, un ophtalmo. L'ophtalmo, vous l'avez compris, on l'a dit, si vous le faites dans votre MSP en direct avec un ophtalmo, regardez l'ophtalmo du territoire. Bien. Pour ce qui nous concerne, vu que c'est une opération qu'on souhaite mener à l'échelle régionale, je pense qu'on va se tourner vers le monde hospitalier pour avoir l'avis d'un ophtalmo hospitalier. Bon, c'est un choix, hein, un peu arbitraire, certes. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un avis d'un ophtalmo disponible. Et d'avoir aussi un partenariat, ça pourrait être l'hôpital. Ça paraît plus simple. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être un ophtalmo privé. Bon. De façon à avoir cet avis médical. Alors, oui, on y pense, pour le financement du rétinographe. Par contre, ce que vous évoquez sur des protocoles qui existent entre orthoptistes et ophtalmo. Ok. Oui. Alors, ces protocoles, et on l'a évoqué dans les protocoles de coopération, vous avez assisté au... Ok. Sur les protocoles de coopération, vous avez des protocoles qui ont été imaginés et mis en place, et depuis, le droit commun s'est imposé, et du coup, on n'a plus besoin forcément de ces protocoles pour le faire, puisque c'est rentré dans le droit commun de certaines professions, certains métiers. Et donc, la télexpertise, de façon globale, permet d'éviter ces protocoles, puisque une infirmière, par exemple, peut faire de la télexpertise moyennant des outils qui lui permettent d'envoyer de l'information. Okay ? Donc, on se dispense de certaines formes de protocoles, puisque le droit commun, aujourd'hui, l'autorise. D'accord ? Donc, ce que pouvait faire, par exemple, une orthoptiste avec un ophtalmo, dans le cadre d'un protocole à l'époque qui s'appelait Muren, aujourd'hui, c'est dans le droit commun d'une infirmière. D'accord ? Donc ça, la télexpertise est un champ très intéressant pour faire du dépistage et derrière accompagner le patient sur des mesures de prévention et d'éducation à la santé. Est-ce que c'est un peu plus clair sur ce champ-là ? Ouais ? Ok. Si je puis me permettre, sur la télexpertise, on a eu un gros projet qui a été mené au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine avec l'URPS également, ESEA et l'assurance maladie, qui va mettre en place ce qu'on appelle un annuaire qui s'appellera Anumédic. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Et en fait, ça va répertorier tous les médecins spécialistes qui proposent de la télexpertise et quels outils ils utilisent. Donc en fait, ça vous permet en dermato, en psychiatrie, ça se développe aussi la télexpertise sur tout ce qui est prise en charge médicamenteuse. Ils vont se référencer et ça va vous permettre, vous, médecin généraliste ou infirmier, de pouvoir repérer, demander une télexpertise, donc souvent en asynchrone, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le spécialiste qui va vous répondre en temps réel dès qu'il va recevoir votre cliché ou votre demande. En général, dans les 48 heures, il vous répondra et voilà. Mais ça permettra de répertorier ce qu'on appelle tous les experts. Voilà. Ouais, ça y est, ça va être lancé d'ici quelques semaines. Merci, et c'est important cette réflexion, puisque du coup, on ira voir dans cet annuaire et puis on choisira. Ce sera peut-être pas au MIDOC, ça sera peut-être. Oui, voilà.
Moi, je voulais juste faire un commentaire, parce qu'on utilise pas mal la téléexpertise aujourd'hui avec des professionnels de notre territoire. Et pour l'électro, on n'a pas pris d'appareil avec une interprétation fournie, parce que la question, c'est l'après, en fait. Quand ça va bien, OK, on a la vie. Quand ça nécessite plus d'examen, et ben, au moins là, quand on a soumis à un collègue du territoire, il peut prendre en charge le patient. Ouais. Et là, nous, c'est notre frein à aller un peu plus loin sur certaines télémédecines, c'est qu'il faut qu'on soit sûr qu'on ait le parcours derrière. Parce qu'après, on rame pour trouver un rendez-vous. Alors, tout d'abord, sur l'interprétation faite par l'outil, oui, c'est possible techniquement. Mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas par l'outil, c'est par un praticien qui... Alors après, sur le parcours, pour le parcours, oui. Alors, effectivement, si vous faites... Mais c'est valable pour la téléconsultation aussi. Un patient qui fait une téléconsultation avec un médecin qui est à Dijon, eh ben, OK, il va diagnostiquer quelque chose, et j'ai un exemple en tête, sur un problème dermato, et ce dermato a dit, oui, ben, ce bouton-là, va falloir voir et l'enlever. Sauf que la personne ne va pas se déplacer à Dijon pour l'enlever. C'est un des problèmes. Et c'est là, c'est une des limites. Des limites et qui va nécessiter quand même d'être borné à un moment. Ouais. Parce que... Alors, c'est pour ça que je parle de prévention. Okay ? La prévention va nous enlever des doutes. C'est ce qui parfois importe pour le patient. J'ai un doute, je veux un avis. OK, c'est négatif, OK. Mais quand c'est positif, effectivement, se pose la question du parcours. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, de préférence, essayez de choisir un spécialiste de votre territoire avec qui vous avez plus de chances d'enclencher une consultation présentielle qu'avec un médecin à Marseille ou à Strasbourg, évidemment. OK ? C'est pour ça que volontairement, je parle de poser la question aux praticiens du territoire. Moi, je veux dire, comment je les utilise, ces outils, je demande à ce que l'interlocuteur que j'ai me donne un degré d'urgence, et souvent, je leur laisse la main sur c'est pas très urgent, si urgent, je le vois rapidement, ou ça peut attendre 3 mois. Et du coup, sur les électrocardiogrammes, quand j'ai un doute sur quelque chose, alors soit j'ai un doute avec contexte clinique très évocateur, là c'est le 15 et puis j'en discute avec le régulateur, mais si je sais que ça peut attendre et que je vais avoir ma réponse sous 48 heures via Omnidoc par exemple, c'est le cardiologue qui a la main sur le degré de sa consultation, quoi, finalement. Oui, alors il a pour responsabilité le médecin requis qui va interpréter de faire un compte-rendu. Et dans ses obligations, de communiquer le compte-rendu au médecin traitant. Ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même important. C'est-à-dire que là, de façon légale, lorsqu'il pose un diagnostic, il doit établir un compte-rendu, okay, et le communiquer. Après, le médecin, il est informé de la chose, le médecin traitant, pour peu que le patient ait un médecin traitant, parce que ça aussi, et va ensuite essayer d'enclencher la prise en charge. Obligation du compte-rendu par le médecin requis. OK ? Là, on a évoqué donc ces actes, télésurveillance, télémédecine, régulation médicale. Il nous reste le télésoin que j'ai abordé tout à l'heure, qui est apparu depuis le Covid. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les patients Covidés confinés à domicile, qu'on appelait par téléphone, auxquels on demandait des informations pour suivre leur état de santé. Aujourd'hui, c'est un acte qui est défini par la loi, nomenclaturé pour pas mal de professions, encore une fois aussi les infirmières, et qui rentre dans la nomenclature des infirmières libérales. Y a-t-il des infirmières ici ? Oui. Avez-vous utilisé le télésoin ? Non. OK. Oui. Et en fait, c'est vraiment un flou artistique. Donc, il existe des organismes de formation qui dispensent une formation sur la télésanté. Moi-même, j'anime ça auprès d'organismes de formation. Donc, ça existe. Après, il faut aller chercher sur le DPC. Mais ça existe. On ne peut pas faire toutes les formations. On est bien d'accord. Du coup, le télésoin aujourd'hui nous permet, là quand je dis nous, c'est les infirmières, pour
certaines prises en charge, plutôt que de se déplacer à domicile, d'interroger le patient, soit en audio, soit en visio. Encore faut-il que le patient soit acculturé à l'usage d'une tablette ou d'un smartphone pour faire voir sa plaie. OK ? Pas besoin d'être sur des connexions sécurisées. On a l'aval du patient pour le faire. OK ? Il nous fait voir sa plaie et on dit si on a besoin de venir, de revenir ou pas. Concrètement, pour les infirmières ou les médecins, le canal carpien. Canal carpien, on enlève les fils et souvent on revient 2 jours après pour voir si les berges se sont pas écartées. OK ? Et on revient parfois, souvent, pour rien. Du coup, on peut faire du télésoin. Vous rentrez de votre tournée, vous prenez votre téléphone, vous appelez le patient, vous l'aurez prévenu à l'avance. Il va vous faire voir sa plaie via son smartphone et vous allez dire si oui ou non vous revenez. C'est ce qu'on appelle du télésoin. OK ? C'est valable pour d'autres professions. Voici les professions. Alors, ils appellent ça oculariste. Donc, même les opticiens peuvent faire du télésoin. Donc ça, c'est ce qui est dans la loi. Hein. C'est l'orthoptiste, en réalité. Épithésiste, je ne sais plus. Épithésiste, Google. Épithésiste ? OK. Donc, il nous reste 10 minutes. En synthèse, la téléconsultation réalisée par un professionnel médical, je vous ai dit, par l'usage d'une plateforme de téléconsultation. Donc, dans vos systèmes, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent OmniDoc. Oui, OK, ça fonctionne. Ouais. En tant que médecin généraliste, je n'ai jamais été sollicité et en fait, j'ai un autre réseau pour les avispés, donc OK. Dans l'autre sens, je ne l'utilise pas. D'accord. Et là, tu l'utilises, OmniDoc ? Ouais, en fait, tu prends le micro. L'hôpital de Pau a mis en place OmniDoc pour 4 spécialités. Néphro, cardio, dermato et l'autre, je ne sais plus. Et ça marche bien. Et en plus, je sais que derrière, il y a une consulte, si besoin, proche. Parce que jusque-là, j'étais très réticent à utiliser ça. Oui. Enfin, je le faisais avec les hématos de Bayonne. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de prendre rendez-vous, d'avoir un avis qu'avec OmniDoc. Ils l'imposaient. OK. Et donc, mais bon, ça marchait très bien. Ils sont très réactifs. Alors, effectivement, le danger, c'est la multiplicité des plateformes liées à ça, ce que tu viens de dire. Et que du coup, avec eux, ça sera OmniDoc, avec un tel, ça sera une autre plateforme, etc. C'est un peu... Oui. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je trouve très intéressant avec cette expertise, c'est que ça leur permet vraiment de trier ce qu'ils doivent voir rapidement ou pas. Et quand on prend un avis dermato, que nous on trouve un névus un peu bizarre et qu'on nous répond ça c'est un mélanome, je vais le voir la semaine prochaine. Ça change de je vous fais le courrier pour aller voir le dermato parce que votre truc il est un peu bizarre. C'est ça. Et vous êtes vu dans 6 mois quoi. C'est ça. Et donc effectivement la meilleure échelle c'est le territoire. Hein. Évidemment, parce que du coup, les prises de rendez-vous, les réseaux, ils sont faits, quoi. Donc, on peut avoir des rendez-vous plus précoces, c'est clair. C'est clair. Donc, privilégier le... Alors, oui... Sur la télé-expertise, je trouve pas, ça permet vraiment de... C'est la rapidité. C'est la rapidité de la réponse. Parce que c'est les délais de rendez-vous que ça... C'est la téléconsultation qui est vraiment le palliatif, je trouve. Et qui finalement... Oui. Ouais. En fait, ils font le tri des demandes. Oui. Si on a une urgence dermato, le lendemain, il est vu, le patient. Oui. Donc ça leur permet de faire le tri sur leur planning.
Voilà. Exactement. Et après, ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une gradation des soins. On parlait de territoire, c'est l'expertise avant de demander un avis ponctuel de consultant. Parce qu'il y a des dermatos, je pense à Périgueux, ils ont dit, nous, on veut plus, on prend plus d'avis ponctuel de consultant sur demande du médecin généraliste. On veut d'abord l'expertise, on veut voir la photo, quoi, pour justement prioriser. Et ensuite, après, si besoin, avis ponctuel de consultant. Donc là, je rappelle, ils voient que 2 fois le patient, c'est pas leur patient, et ils renvoient un compte rendu au médecin généraliste qui va gérer la prise en charge, s'il peut la gérer. Mais voilà. Donc vous faites bien de une gradation, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est important. Ça suppose une proximité, on est d'accord, territoriale, parce que derrière, si la téléexpertise est avec un médecin parisien, voilà. Compliqué. C'est très bien, sauf que pour nous, médecins généralistes, ça nous demande, après la consultation, systématiquement, d'aller sur la fameuse plateforme et de faire les photos et de rédiger, alors que ça prend quand même beaucoup plus de temps. Certes, pour une valorisation, de l'Omnidoc. Ok, donc c'est vrai que moi je le fais pas parce que je trouve que des fois ça prend du temps en fait. Moi personnellement je le fais le soir, mais ou le week-end. Donc je trouve que le systématiser aussi. Ah non, il ne s'agit pas de... Pour des spécialistes comme là, par exemple, l'exemple à Périgueux, voilà. Je trouve que quand même, c'est aussi une charge de travail peut-être en plus. Voilà. Ou alors, il faut que je gère différemment nos consultations. Après, l'autre possibilité, moi, c'est ma secrétaire qui envoie. Oui, ou secrétaire. Enfin, c'est son taf aussi. Oui, sur toutes les plateformes, elle a tous mes mots de passe et c'est elle qui gère tout. Enfin, on est 4, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc ça peut être un assistant médical aussi. Mais n'oubliez pas que... Mais c'est moi qui rédige. Mais par contre, je fais pareil, je fais pendant la consultation. Après, la photo, je lui envoie, si c'est pris avec mon téléphone portable, sur son téléphone portable et elle gère et ça fait partie de ses tâches. Donc, puisqu'on évoquait Périgueux, vous parlez un exemple sur le territoire, donc à Ribérac, la maison de santé de Ribérac. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où c'est une clinique privée qui a décidé d'investir sur une salle de téléconsultation dans la maison de santé de Ribérac. Il y a 3 cabinets infirmiers. Les infirmières tournent à tour de rôle dans cette salle de téléconsultation et les rendez-vous se font à la maison de santé de Ribérac. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer à Périgueux. Triple avantage, le premier pour le patient qui n'a plus besoin de se déplacer et faire 2 heures de route aller-retour, sans compter les délais d'attente dans la salle d'attente. Deuxième intérêt pour la clinique, où le directeur me dit oui, mais moi j'ai des économies. Ah bon? Mais oui, alors c'est un peu... Mais j'ai moins de passages, donc moins de ménage. J'ai moins de PQ, vous voyez, et ça, on n'y pense pas. Et donc, la clinique qui, au lieu d'avoir 500 patients jour, en reçoit que 50, forcément, il y a des économies d'échelle. Et l'investissement a été d'1 million d'euros quand même, entre la salle de téléconsultation de la maison de santé et à la clinique. Mais tout le monde est ravi, les spécialistes les premiers. Pardon ? Ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas investi. Oui, mais plus d'actes aussi. Parce que les infirmières libérales, elles, sont très contentes de pouvoir réaliser ces actes de téléconsultation. Et après, au niveau de la techno, c'est assez bluffant. Parce que la caméra, par exemple, caméra Zoom, elle est pilotée par le spécialiste de la clinique à distance. Donc il y a 2 caméras dans la salle. Et donc il zoome avec sa caméra sur une plaie, sur... Voilà, exactement. Exactement. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la téléassistance entre médecins pour la télé en thrombolyse. Donc,
ces outils-là se développent. Les partenariats, ça peut être du monde privé, et je viens de l'évoquer au travers de l'exemple de cette clinique de Périgueux. Autre exemple, territoire rural où il n'y a plus de médecin. Les infirmières se sont tournées vers un médecin. Alors ça se passe dans les Cévennes. Le médecin, il est de Montpellier. Il a 2 jours pleins de téléconsultation pour ce village qui est isolé dans les Cévennes. Et ce sont les infirmières qui font les téléconsultations assistées. Ce médecin à Montpellier, il n'avait pas assez de travail à Montpellier. Exact. Ben oui, non, mais oui, mais c'est ça le truc. C'est ça qui me gêne personnellement sur la téléconsultation, c'est qu'on met des médecins derrière un écran qui pourraient être derrière des patients. Et ça, c'était ma conclusion. Merci d'avoir posé la question. Et là, effectivement, je n'ai pas les chiffres. L'interrogation que j'ai, c'est combien de médecins en France ne font que de la téléconsultation au détriment d'une installation à domicile. Et ça, j'ai pas la réponse. Je vais donner un témoignage extrême. Un de mes ex-associés qui est retraité est venu se vanter qu'il avait fait des consultations pour les boîtes dans les pharmacies et qu'il arrivait à faire presque 100 actes par jour. C'est ça. Donc là ça m'a posé un gros problème parce que moi, je vois entre 20, maximum 25-30 patients par jour. Et je pense que la qualité de soins, elle est discutable en ce qui concerne son activité. Et pourtant, il a gagné 4 fois plus que moi dans la journée. On est d'accord. Parce que la cotation est la même. Et ça, c'est intolérable. Oui, en plus. Alors, il y a... la téléconsultation, normalement, c'est pour la deuxième consultation. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voir un nouveau patient pour la première fois en téléconsultation. Alors, ça, c'est levé. Ça a été levé ? Oui, c'est levé. Ouais. Et dans la mesure où, aujourd'hui, mais pour tout le monde peut consulter via une cabine un patient à distance. Et il y a une prise en charge. Alors, c'est surtout en volume. Je crois qu'il y a quand même un verrou encore. Voilà, quand vous êtes installé. Mais quand vous êtes salarié d'une plateforme, vous êtes salarié d'une plateforme et c'est... Eh oui, c'est ça. Et moi, la question que je me pose, et je n'ai pas la réponse malheureusement, c'est combien de médecins exercent salariés de plateformes de téléconsultation, voilà, travaillent comme ça. En volume, j'aimerais savoir. J'ai un autre exemple. J'ai un ami qui était à la fac avec moi et qui est installé à Bayonne. Et il m'a dit, il y a quelques mois, là, qu'il avait rencontré un jeune médecin. Donc là, c'est l'extrême inverse, qui lui disait que c'était génial. Il travaillait 2 jours par semaine. Il gagnait beaucoup d'argent et ça lui permettait d'aller faire du surf toute la journée, le reste du temps. Donc, qu'est-ce qu'il allait s'embêter à s'installer et à suivre des patients chroniques. Donc moi, quand j'entends tout ça, c'est... Et là, c'est effectivement le point noir des évolutions techno, de ce changement de paradigme un peu. Et autant, vous voyez, je peux être enthousiaste sur la téléexpertise, par exemple, dans nos pratiques quotidiennes, notamment les paramédicaux. Pour le reste, j'ai quand même beaucoup de questionnements. Et ça me fait un peu peur, ça. Mais bien sûr, On est d'accord. Je fais pas de téléconsultation parce que je suis pas d'accord avec tout ça, avec ce principe effectivement de pas être en face du patient, parce que malgré tout, c'est peut-être un raisonnement, je sais pas, régressiste ou ne pas accepter l'évolution, mais je peux pas accepter ça. Et j'ai beaucoup de collègues à la maison de santé qui font de la téléconsultation. Non, téléconsultation via Doctolib, quoi. Enfin, ils ont dans leur agenda des créneaux de téléconsultation. Et
le seul truc qui pourrait me faire de la téléconsultation, c'est quand j'ai vu un patient et que je dois le revoir parce qu'il a eu sa radio, il a eu son résultat biologique. Là, à la limite, oui. C'est le seul truc que j'accepterais de faire. Mais faire des consultations pour du soin aigu, tout ça, je peux pas pour l'instant. On parlait tout à l'heure Alors, je ne sais pas pour les médecins, en tout cas pour les paramédicaux, le télésoin n'est possible que s'il y a eu un rendez-vous physique auparavant. On ne peut pas faire de télésoin en première intention. Hein. Pas pour les paramédicaux. Il y a juste le plafond. Alors je pensais aux médecins installés. Mais nos patients, même sur Internet, les mutuelles proposent des téléconsultations. Je sais, Vous avez entendu la pub de Groupama? Oui. 6 téléconsultations par an. Je viens de passer un DU de prise en charge diabète par les infirmiers et on est démarché par un groupe qui s'appelle le Stéto pour faire de l'analyse de courbe de diabète. Et ça, dans quelle catégorie? En relais avec des diabétologues, ceci sur toute la France. Mais on le place comment pour nous, ce genre Donc là, c'est l'outil utilisé par le patient qui communique la donnée en fait, nous, par le glucométeur. Voilà, on reçoit toutes les analyses de courbe des patients une fois par semaine, une fois par mois, enfin suivant comment c'est géré avec le diabéto ou le médecin généraliste. Vous faites quoi? On fait les analyses de courbe pour voir ce qui a péché. Si jamais ils ont été trop en hypoglycémie ou hyperglycémie, et pour avoir un suivi diabéto avec eux. Il n'y a pas de nomenclature là-dessus, donc c'est peanuts. D'accord. Sauf si vous pouviez l'inscrire dans le cadre d'un protocole, et encore... Donc ils vous utilisent... Oui. Et puis avez-vous l'expertise pour étudier ces courbes? Ouais. C'est salarié, oui, effectivement, c'est eux qui nous salarient. On n'a pas de nomenclature. En l'occurrence, non, parce que oui, la télésurveillance, c'est l'outil qui communique la donnée directement au diabéto, à distance. Non, là, on lui demande d'interpréter. Oui, d'interpréter, Oui. Ok. D'accord, donc c'est une extrapolation de ce qu'il fait à l'hôpital auprès des infirmières libérales. Bon. Non. Ce n'est pas forcément nos patients, ce sont des patients qui ont été sélectionnés pour avoir un suivi parce que les diabétologues trouvent qu'ils sont un peu limites, ils n'arrivent pas à se gérer. Et voilà, donc c'est pour leur apporter une aide, pour expliquer les repas. Enfin, voilà, il y a quand même... Voilà. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il faut avoir de l'ETP aussi, mais il y a le... Alors voilà, je sais qu'après c'est remonté aux diabétologues. Oui, mais après c'est à la structure de te payer. Voilà, après je pense. Alors c'est pas ce qui m'intéressait, c'était savoir dans quelle case le noter. Mais ça rentre pas dans le cadre de la télésanté, donc même pas. Enfin, l'outil qui communique, oui, c'est la télésurveillance, mais après demander à l'infirmière DU d'interpréter les courbes, c'est pas de la télémédecine, ça. Alors, j'ai un suivi de ces patients-là. Oui, c'est pas les siens. Diabétologue. Oui. Après, je peux en avoir d'autres. Voilà. Oui. Après, il y a vraiment un entretien oral. Il y a vraiment de la communication. Je ne sais pas. Non, on ne les voit pas physiquement, c'est dans toute la France. Enfin, alors moi, je voulais savoir un peu plus. Mais, Alors, sur Azalée, c'est une infirmière DE. Hein. Oui. Donc, une infirmière libérale peut très bien faire la même chose en termes de champ de compétences. Okay, c'est juste le modèle économique est différent. Sauf que l'infirmière Azalée, elle est rémunérée par l'association Azalée. C'est ce que je viens de dire. C'est le modèle économique qui est différent. Oui, puis le recrutement des patients est un peu différent aussi, quand même.
Parce que les patients lui sont confiés par le médecin généraliste Oui. qui suit en parallèle. Oui. Elle les voit. Quoi. Une infirmière libérale qui suit un patient diabétique est suivie par un médecin, de la même façon. C'est le modèle économique qui est différent. Oui, c'est ça. Alors, vous avez assisté aux articles 51 ? Non. Donc, juste résumé, une présentation qui a été faite sur un dispositif équilibre à destination des infirmières libérales qui permet à l'infirmière libérale d'utiliser pleinement son champ de compétences. Donc, elle n'est pas restreinte à la nomenclature. Donc, c'est carrément du simple au double, hein, un champ de compétences d'infirmière par rapport à ce qui est nomenclaturé. Et du coup, elle va sur tous les champs, notamment celui de l'infirmière azalée, mais même beaucoup plus loin, puisque azalée est quand même contraint à certaines pathologies, pas toutes. Okay. Et donc ça, c'est expérimenté, et ça a été validé par la CNAM au sorti de l'expérimentation. 150 articles 51 avaient été déposés, 3 ont été retenus, dont celui-ci, qui s'appelle équilibre, pour les infirmières. Ça, c'est très intéressant, puisque ça permettrait, si jamais c'était généralisé, d'offrir la possibilité aux infirmières libérales d'utiliser pleinement leur champ de compétences. Ce qui change, c'est le modèle économique. Plutôt que d'être payées à l'acte, elles sont payées à l'heure. Temps horaire. Plus exactement. Voilà. Pour les protocoles. Oui. Alors, le problème, enfin bon, oui. Parce que mon DPC aussi, tu le disais, on va des fois en formation, mais il y a des fois, il y a à apprendre à laisser aussi dans nos formations en ligne. Ça, c'est vrai. Voilà. Les azalées sont quand même dans un processus de formation. Après, il y a l'affinité des azalées aussi. Et après il y a l'affinité des azalées suivant leur champ d'envie. C'est ça. L'infirmière azalée qui le diabète, elle est un peu plus réticente et au niveau tout ce qui est cardio, elle aime. Alors le mieux, c'est d'avoir une infirmière avec un diabète aussi. Et donc, pour conclure sur ce sujet, infirmière azalée, dispositif équilibre, eh bien, concrètement, c'est la notion d'infirmière d'équipe dans nos maisons de santé qui pourront embarquer tout le champ de compétences de l'infirmière avec un modèle économique à la clé. Et on y travaille, fortement. Dernière info, du coup, j'ai récupéré, il y a un gros programme de contrôle là sur les sociétés de téléconsultation qui ont recours à la caisse. Ah, très bien. Ils demandent un agrément maintenant et ils sont en train de mettre des contrôles sur les majors. Parfait. Et le nombre de médecins exercés en plateforme? Il faut réduire la cotation de la consultation. Bien. Allez, merci.